Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 28, rencontre 21. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, une association avec laquelle je travaille depuis environ 15 ans, je crois, depuis qu'elle existe, vous verrez, et qui a la particularité de regrouper des professionnels et des jardiniers amateurs. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est en mars 2025 et c'était cet après-midi l'Assemblée générale de l'association Cultiver la biodiversité en Poitou-Charentes. Même si la région Poitou-Charentes n'existe plus, c'était historiquement comme ça que s'appelait cette association. C'est une association dont 3 personnes vont nous parler aujourd'hui. Donc voilà, je suis à Savigny-Levesco pour cette Assemblée générale et j'en profite pour faire une interview de différentes personnes de cette association qui cultivent la biodiversité. Et donc, ces 3 personnes vont nous raconter ce qu'elles font, qu'est-ce que c'est que CBD et comment chacune cultive la biodiversité. Alors, bienvenue à vous 3. Nous avons donc Élodie Elion, animatrice de Cultivons la biodiversité. Laurence Guichard, paysanne boulangère. Carl Vasseux, jardinier. Eh bien, merci à tous les 3. Alors, peut-être avant de commencer et de savoir un petit peu plus en profondeur ce que vous faites à CBD chacun, est-ce que vous pouvez me dire, chacun de vous, qu'est-ce que c'est que la biodiversité cultivée pour vous ? La biodiversité cultivée, c'est cultiver des végétaux. Alors pour ce qui me concerne, c'est plutôt des céréales en tant que paysanne boulangère, en conservant un maximum de diversité génétique dans mon mélange. Donc voilà, avoir plein de variétés différentes de la même espèce sur un territoire, ça fait partie de la biodiversité cultivée pour moi. Et ça concerne le blé. Ok. Alors, en tant que jardinier, la biodiversité, c'est avoir un maximum de variétés dans le jardin pour être plus ou moins autonome et pouvoir adapter ces variétés reproductibles à mon terrain, à ma manière de cultiver et au climat, à tous les effets extérieurs. Donc la biodiversité cultivée, pour moi, c'est la diversité des espèces, mais aussi des plantes au sein d'une même espèce ou variété. Donc un petit peu en opposition aux lignées ou aux hybrides modernes. Dans un champ où il y a de la biodiversité cultivée, toutes les plantes sont différentes les unes des autres. Et voilà, ce ne sont pas des clones et c'est ça la biodiversité cultivée. Eh bien, merci à tous les 3 parce que je crois qu'avec vos 3 réponses, ça nous donne vraiment une vision assez complète de la biodiversité cultivée. Eh bien, maintenant, on va s'intéresser peut-être un petit peu de plus près à cette association. Cultivons la biodiversité. Est-ce qu'on dit toujours en Poitou-Charentes ou pas ? Ok, donc on garde cette expression « Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes », qui est donc une association. Et si tu veux bien, Élodie, toi qui es animatrice dans cette association, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est cette association ? Et ensuite, Laurence et Carl, eh bien, vous pourrez nous raconter ce que vous faites déjà dans votre ferme et dans votre jardin et ce que vous faites, pourquoi vous êtes à CBD et qu'est-ce que vous y faites. On fait comme ça ? Alors, Élodie, raconte-nous un petit peu CBD. Donc CBD, Cultivons la biodiversité. Donc en Poitou-Charentes, donc c'est une association régionale sur un ancien territoire administrativement qui n'existe plus, mais nous on a gardé ce territoire de 4 départements. Donc on s'est créé en 2009 à l'initiative d'agriculteurs qui voulaient conserver leur autonomie en semences, notamment au moment où sont apparus les maïs OGM. Donc ils ont recherché des variétés de maïs qui étaient reproductibles à la ferme. Donc c'est comme ça que les premiers ont créé l'association. Donc on a travaillé sur la diversité du maïs, puis des céréales, ensuite des potagères. Donc sur les 4 départements du Poitou-Charentes,
Donc la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. On a aujourd'hui un peu plus de 300 adhérents sur ces 4 départements. Donc des jardiniers amateurs, des paysans boulangers, des céréaliers, voilà, des éleveurs. Tout le monde est le bienvenu à Cultivons la biodiversité. Voilà, le but, c'est de promouvoir l'autonomie en semences. Donc pour ça, on travaille selon 3 grands axes. L'expérimentation, où on observe nos variétés, on les multiplie, on les compare, on les sélectionne. La communication, en faisant des événements vers le grand public et aussi en interne avec la publication de petits bulletins. Et puis la formation pour accompagner nos adhérents à l'autoproduction de semences, mais aussi à tous les savoir-faire qui se sont perdus depuis plusieurs décennies, donc le stockage, la germination, le tri des graines, etc. Et super, je rebondis, j'avais 2 choses à dire, mais je rebondis sur un des axes que tu as cité, qui est la communication. Tu as dit que vous faisiez des événements. Et justement, à l'AG, là, tu as parlé de 3 événements. J'ai déjà participé à 1 ou 2 événements que vous avez faits qui sont assez géniaux, je trouve. Est-ce que tu peux nous raconter justement ces événements que vous faites souvent, régulièrement d'ailleurs, à CBD ? Donc je les prends par chronologie dans l'année. Donc le premier, c'est la journée des semences potagères. Donc c'est une journée grand public, alors en salle, donc le public est un peu moins nombreux que sur les 2 autres événements, mais on réunit 150 à 200 personnes, plutôt des jardiniers amateurs, où on diffuse des graines potagères donc à nos adhérents. Donc nous, on ne vend pas de graines, mais on les diffuse aux gens qui adhèrent à l'association. Et c'est aussi une journée où les gens rapportent leurs graines pour l'association. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, par don et diffusion de semences. Le second événement, il est en septembre, c'est à la découverte des semences paysannes. Donc là, c'est souvent sur une ferme, mais alors cette année, ce sera en centre-ville de Poitiers. Donc là, c'est grand public pour faire découvrir aux gens ce que sont les semences paysannes. Donc on a plein d'ateliers sur les potagères, sur les céréales, sur le tri des graines. On propose aussi un marché avec des producteurs locaux et puis des animations avec des associations partenaires. Et le troisième, il est plus récent, c'est la 4e fois qu'on va le faire cette année, c'est Saveurs et semences paysannes. Donc celui-ci, c'est un événement où on propose à des chefs de venir cuisiner ou faire des démonstrations avec des produits issus de semences paysannes au grand public pour voir ce qu'on peut faire avec nos variétés. Donc il y a des choses assez originales, notamment avec du maïs ou la courge bleue de Hongrie. Donc on explique un peu aux gens ce qu'ils peuvent faire avec. Et parfois, on fait même découvrir les produits parce que voilà, on a aussi les graines décortiquées de tournesol. On fait goûter beaucoup cette journée-là. On a un repas qui est majoritairement à base de variétés paysannes aussi. Voilà. C'est super. Et d'ailleurs, pour vous, auditeurs qui écoutez ça, vous savez qu'à la fin de chaque épisode, on dit « pour sauver la biodiversité, mangez-la ». Eh bien, en fait, je trouve que ce que CBD fait avec cette fête, c'est vraiment une illustration concrète de ça. C'est-à-dire que la biodiversité cultivée, si on veut qu'elle perdure, si on veut qu'elle vive, eh bien, il faut qu'elle arrive dans les assiettes, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Donc, super. Eh bien, bravo. Et donc, tu as parlé de la bleue de Hongrie. Ouais, c'est vrai, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. C'est assez intéressant. Et en tout cas, oui, par rapport aux saveurs et semences paysannes, le travail avec les chefs, voilà. Vous pouvez aller écouter notre épisode qui est en 2 parties sur les millets, parce que justement, il y avait des chefs qui ont cuisiné des millets. C'est une espèce un peu oubliée. Et c'est ça, si on passe pas par l'alimentation, on a du mal à diffuser. Donc, super travail. Eh ben, merci Elodie pour ce premier tour d'horizon de CBD et on verra si on explore d'autres actes tout à l'heure. Maintenant, on va prendre le temps d'écouter Laurence et Karl qui vont nous raconter un petit peu plus qui ils sont, ce qu'ils font dans leur ferme et leur jardin avec la biodiversité cultivée et ce qu'ils font peut-être aussi à CBD. Alors, Laurence, à ton tour, qui es-tu ? Donc moi, je suis paysanne boulangère à l'ouest de Poitiers. Donc paysanne boulangère, ça veut dire que je suis avant tout paysanne, donc je cultive et je cultive de la biodiversité et notamment du blé, population et variétés paysannes pour le transformer en pain, puisque je suis boulangère. Alors, j'ai pas le CAP de boulangerie, mais j'ai le droit de transformer des produits issus de ma ferme. Donc voilà, je transforme ce que je produis.
Et par rapport à ce que tu disais juste à l'instant, ma biodiversité à moi, au travers de mes blés, je la fais manger, au travers du pain que je produis et que je vends sur 2 marchés de plein vent. Le vendredi soir à Quincey en banlieue de Poitiers et le samedi matin sur Héron. Donc voilà, j'enchaîne 2 fours à bois anciens le vendredi où je fais ma grosse journée de boulange plus mes marchés et je nourris une partie de mon petit territoire et je suis super contente avec ces variétés paysannes. Voilà, et juste j'ai une ferme mais d'une petite quinzaine d'hectares, hein, c'est pour donner une idée. Donc sur cette petite quinzaine d'hectares, il faut que je produise 6 à 8 tonnes de blé par an pour pouvoir le transformer en pain et en pâtisserie et pouvoir en vivre, moi toute seule sur la ferme. Donc voilà, il faut avoir en tête que sur 14-15 hectares, il faut que je fasse 40 à 60% de blé et le reste en autre culture pour entrer en rotation et pour faire des choses agronomiquement durables. Donc, ça pose des questions d'agronome quand même, mais bon. Et qu'est-ce que tu cultives d'autre, justement ? Quand je me suis installée, j'avais plein d'idées. Hein. J'allais faire des rotations très diversifiées, justement, pour assurer des ruptures dans les cycles des mauvaises herbes, des dates de semis différentes, etc. Et puis, je me suis très vite confrontée à la réalité, c'est-à-dire, si j'avais fait du tournesol, en fait, aucune coop ne voulait me le prendre parce que j'ai des trop petites parcelles et j'aurais eu de trop faibles productions en tournesol pour que ce soit rentable pour eux de venir le chercher, ou moi de le livrer. Donc, en gros... ça rebondit sur ce que disaient Karl et Elodie tout à l'heure. En gros, il a fallu que je recherche très très vite à être autonome, en fait, à pas avoir besoin des coop, à pas avoir besoin ni pour vendre ni pour acheter d'ailleurs. Je suis en bio, j'ai oublié de le dire. Et donc, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis arrivée, sûrement pour ça, et puis par idéologie, on va dire, en tout cas que je suis arrivée aux semences paysannes et à la biodiversité cultivée. Je fais du blé, que je fais rentrer en rotation avec des légumineuses fourragères que je garde 2 à 3 ans. Donc des luzernes, au départ je faisais aussi des sainfoins, des trèfles, en mélange. Là je vais essayer de semer du lotier aussi. Et l'idée c'est que ces légumineuses-là apportent de la fertilité à mon sol, puisque je suis en bio, j'amène pas d'engrais. Donc ils vont m'aider à restructurer le sol. Et derrière j'aurai des beaux blés en bio, des blés paysans, déjà très beaux parce qu'ils sont paysans, mais en plus beaux parce qu'ils auront l'azote et la fertilité améliorée par les légumineuses, que je pourrais transformer en farine et en pain. Donc voilà, du coup, je suis sur quelque chose de relativement peu diversifié, des légumineuses fourragères qui, elles, changent. Enfin, j'ai de la luzerne, j'ai des trèfles, j'ai une diversité de légumineuses, mais quand même des légumineuses en rotation avec des blés. C'est pas trop diversifié tout ça d'un point de vue d'agronome, mais... sur les blés, je suis en variété paysanne avec une trentaine, peut-être une quarantaine, je ne les connais pas toutes, de variétés dans mon mélange. Voilà, donc j'ai des super jolies parcelles avec des épis barbus, pas barbus, rouges, bleus, blancs, enfin de toutes les couleurs. Très hauts, tous très hauts, ça c'est sûr. Et je me dis que ça participe aussi de la rusticité de mon couvert et du fait qu'on a vécu 2 années hyper sèches là, et hyper chaudes. Où moi, en fait, je voyais tous les blés de la plaine virer au blanc, échaudés. Mes blés, ils étaient toujours verts et ils ont fait, pas des rendements mirobolants, mais un peu toujours les mêmes. Donc, ça tient et ça me suffit pour couvrir mes besoins. Donc, je suis super contente. Là, on vit 2 années humides. La première, ça a été. La deuxième, on verra. Mais pour l'instant, je croise les doigts. Donc, voilà, je suis sûre qu'avec ces variétés paysannes et cette biodiversité, on arrive aussi à améliorer la rusticité, par acclimatation, la rusticité de nos couverts et de nos produits à un environnement qui, lui, change et devient de plus en plus dur à vivre quand même. Merci de ce témoignage parce qu'en effet, c'est vraiment un des arguments pour lesquels beaucoup de gens disent qu'il faut de la diversité. Et ce que tu illustrais sur le fait que finalement, tes blés ont entre guillemets mieux résisté à la sécheresse et qu'en conditions humides, c'était moins pire et qu'en tout cas, tu avais toujours quelque chose. Rien de mirobolant, mais toujours quelque chose. Et c'est vrai que c'est ça qu'on appelle un peu la stabilité de ce qu'on veut, quoi, du rendement, même si on va pas chercher l'ultra-performance, on recherche de la stabilité, quoi. Et donc, on oppose souvent la performance à la robustesse. Et donc, toi, là, tes blés seraient plus robustes, quoi. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je me rends compte que moi, en fait, je suis plus du tout dans une dynamique... Alors avant, j'étais pas paysanne boulangère. J'ai travaillé dans le développement agricole, en chambre d'agriculture, et puis à l'INRA en tant qu'ingénieur de recherche pendant
17 ans. Voilà. Donc ça me façonne le cerveau peut-être d'une certaine manière, quoi. Et avant, je raisonnais en rendement hectare. Enfin, voilà, on raisonnait en productivité, en performance, en rendement. Et en fait, depuis que je suis sur la ferme, je parle plus du tout rendement. Quand on me demande quel est le rendement de ton blé, je dis je sais pas, mais j'ai rentré 10 tonnes. Moi, je raisonne en volume et j'ai une certaine surface tous les ans qui change en blé. Et ce que je veux, c'est avoir rentré mes 10 tonnes. Donc, j'ai rentré 10 tonnes, youpi, quoi. J'ai rentré 12 tonnes, youpi, youpi. Voilà. Et en fait, c'est quand même un changement, je trouve, de façon de raisonner. Donc, je ne suis pas du tout dans la recherche du toujours plus. Je suis dans la recherche du suffisant pour en vivre un an et le transformer. Et alors là, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout par rapport au regard qu'on a sur le fonctionnement de la parcelle, sur sa performance. Je suis super contente de la performance. En plus, c'est des belles parcelles. Et pour autant, un conventionnel à côté me rirait au nez. Mais je m'en fous parce que je ne cherche pas à vendre à la COP, moi. Je cherche à transformer et je garde ma plus-value en transformant. Merci beaucoup. Et alors, dernière question avant d'aller au jardin de Karl. Où as-tu trouvé ta population de blé paysan? Tu dis que tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais est-ce que tu sais quand même un peu ce qu'il y a dedans? Ou voilà, comment tu l'as eu? Quelle est l'histoire de ta population? L'histoire, c'est le démarrage, c'est une population que j'ai récupérée auprès de CBD, voilà, d'un des adhérents de CBD, parce que j'avais récupéré 1,5 hectare avant que je m'installe, et il fallait que je sème du blé pour me faire ma semence pour l'année de l'installation. Donc voilà, j'ai récupéré une population en disant je débute, je voudrais des variétés paysannes, mais je veux les transformer en pain, j'aimerais que ce soit bon, panifiable. Et en même temps, je veux arriver à les cultiver quand même. Donc je voudrais pas des variétés qui font 1,50 m et qui versent et que je vais pas m'en sortir. Enfin, donc le paysan m'a conseillé la population Angoulême. Ok, il me file 60 kilos de population Angoulême que je sème. Donc ça, c'était mon premier mélange de base. Et puis très vite, je me suis dit, mais oui, mais d'accord, mais je voudrais rajouter d'autres trucs dedans pour que ce soit vraiment des mélanges de population. Et donc toujours à travers CBD, à travers des adhérents, j'ai récupéré un mélange de variétés d'un des copains que son père faisait depuis 15 ans. Ok, je le rajoute à mon mélange. Et puis à une autre réunion, est-ce que je pourrais pas avoir un peu... Ah ouais, de pétaniel noir de Nice, ah ouais, j'en veux. De la bladette de... Ah ouais, ça c'est un super nom, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est du poulard, hein, c'est pas panifiable. Oui, mais c'est pas grave, c'est joli. Allez hop, on prend. Et au final, j'ai un mélange avec, voilà, je disais plein de variétés, je les connais pas toutes. Je repère bien la pétanielle noire de Nice quand elle est là, quoi. Enfin, et ça me convient. Et cette année, je suis passée à la farine faite avec la récolte 2024, il y a un mois de ça. Super agréable en boulange. J'ai jamais vu ça. Ça fait 4 ans que je galère en boulange parce que c'est quand même pas facile à boulanger, hein, soyons clairs. Agréable la pâte et le pain est super bon. Donc je suis heureuse plus, quoi. Super. Merci de nous avoir raconté cette histoire. Et alors peut-être avant d'aller au jardin de Karl, peut-être moi je peux faire une petite connexion parce que personnellement, j'ai une petite histoire avec CBD. Parce que j'étais là, comme on a dit tout à l'heure, quand le bébé est né. C'est-à-dire que moi aussi, comme toi Laurence, j'ai travaillé à l'INRA. Et dans les années de 2007 à 2009, je suivais des expérimentations chez des agriculteurs de CBD dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, on avait des expérimentations sur les maïs population. Et à la fin de ce projet, ils ont créé CBD. Et je ne sais pas pourquoi. J'étais là le jour de la création de l'association. Et le groupe d'agriculteurs avec qui on travaillait a dit « Bon, maintenant, on veut travailler sur la sélection de blé. Estelle, tu vas nous apprendre à sélectionner du blé. » Alors moi, j'étais là, moi, j'étudie les populations, je fais des mesures et tout, mais je ne sais pas sélectionner. Mais en fait, on a quand même fait un projet ensemble et on a travaillé presque 10 ans ensemble où justement, là, c'est la partie accompagnement de notre travail qu'on continue encore aujourd'hui chez D'une graine aux autres. Mais voilà, c'est qu'on s'est mis paysans, animateurs, chercheurs autour de la table et on a dit, qu'est-ce que vous voulez faire, vous les paysans? On veut être, tout ce que tu disais, Laurence, on veut être autonome en blé, créer nos populations, tout ça. Et donc, on a fait un champ avec plein de petites parcelles de plein de choses qu'on a récupérées à droite à gauche. Ensuite, l'année d'après, ces populations différentes sont parties par groupe. Chacun a choisi un peu différentes populations qu'il a fait chez lui. Et chacun s'est recréé ses mélanges en mélangeant des trucs. Et ça s'est échangé, tout ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est de voir qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans l'assaut et qui récupère encore ces mélanges, qui continue de les améliorer, en tout cas de les transformer. Et pour moi, ça aussi, c'est de la sélection. Et que ce savoir-faire qu'on a créé tous ensemble, il est vivant, en fait. Et ces populations, elles sont vivantes et je trouve ça très, très chouette. Bravo à toute l'équipe
voilà, d'animateurs, de paysans et de tous ces volontaires qui façonnent la biodiversité cultivée. Eh bien, changeons d'espèce et de type de culture. Alors, Karl, raconte-nous qui tu es et voilà, ce qu'il y a dans ton jardin. Alors déjà avant, c'est que je suis aussi de la profession. Je suis retraité salarié agricole dans des grandes exploitations conventionnelles. Et parallèlement, j'avais un jardin qui était cultivé d'une manière plus cool. Pas de travail mécanique du sol, je suis du travail biologique et avec des variétés reproductibles. Et sur les 40 et quelques années de salariat, j'ai vu la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux méthodes de culture. Et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'ai commencé dans l'Oise le club des 100 quintaux en blé, qui n'est plus valable. Maintenant, ils ne font plus que 90, 95 quintaux, avec plus de génétique et l'arrosage qu'il n'y avait pas dans les années 70. Et dans le jardin, maintenant, j'arrive à plus ou moins me passer d'arrosage, aucun engrais, aucun purin ni produit de traitement. Et simplement sur la dynamique des plantes et la sélection, j'arrive à être à peu près stable justement dans les productions. Ok, et donc tu as parlé de sélection, ça veut dire que tu sélectionnes toutes ou certaines de tes variétés ? Alors j'essaye de faire toutes mes semences. Des fois, je les améliore avec la même variété prise de l'extérieur pour essayer de booster un petit peu la variété. Et sinon, j'ai fait des créations c'est un peu prétentieux, mais des créations de semences. Alors en tomate, par exemple. Alors, donc après, il faut la fixer. Donc ça fait 7 ans que je travaille sur cette variété. J'ai fait aussi sur des laitues. Et le restant, en fin de compte, c'est essayer de sélectionner. Oui, je garde toujours les meilleurs légumes. Déjà, je les vois plus longtemps, donc ça encourage dans le jardin. Et deuxièmement, je suis sûr que j'arrive à améliorer un petit peu les produits que j'ai dans le jardin. Et puis, comme ils sont cultivés dans tes conditions, sans arrosage, etc., et bien sûrement qu'ils s'habituent, entre guillemets, et qu'avec ton regard et ta sélection, tu as quelque chose de vraiment adapté chez toi, quoi. Oui, parce qu'il y a le côté génétique et il y a aussi toutes les bactéries et toute la vie qu'il peut y avoir et autour de la graine et dans le sol. Et en fin de compte, ça fait une symbiose et on arrive quand même à équilibrer bien notre système. Donc il y a des limaces, mais comme il y a des plantes sauvages aussi dans le jardin et qu'elles sont habituées à manger ces plantes sauvages, elles ne vont pas trop m'embêter. Je ne vais pas semer que 12 laitues pour qu'elle me les décueillir la nuit. Je vais en semer du semis naturel, un millier. Donc, en fin de compte, ils auront largement de quoi manger. Et moi, il m'en restera quand même une douzaine pour manger à la fin de... Donc, je m'inquiète même pas, une année humide ou sèche, je m'inquiète pas des conditions extérieures. Ok. Et alors, on disait, Laurence, elle a un peu, entre guillemets, 2 espèces, enfin, plus quand même, hein, du blé et plusieurs légumineuses. Et toi, alors, combien d'espèces à peu près potagères tu as dans ton jardin ? Alors le problème pour les variétés, si justement je vais faire un peu de sélection, je suis obligé d'avoir qu'une variété. Mais les espèces, j'essaye d'avoir des espèces adaptées hiver, été, printemps. Donc à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un jardin traditionnel. Des légumes quand même qui sont bien adaptés à notre région. Je ne vais pas essayer de faire des choses un petit peu plus compliquées. Toutes les productions de base. Que ce soit les aliacées, les solanacées, les laitues, les chicorées, tout ce qu'on peut avoir dans un jardin ou au marché quand on n'a pas de jardin. Ok. Et si on revient sur la tomate que tu as dit que tu as créée, est-ce que tu es parti d'un croisement enfin voilà, comment tu as créé cette tomate et quelle était ton intention quand tu t'es lancé dans cette sélection de tomates ? Alors, l'intention, c'est qu'il y avait 2 variétés qui me plaisaient bien. Une, elle était très prolifique et l'autre, elle avait un très bon goût. C'était miel du Mexique et cœur de pigeon. Et j'ai fait, alors j'appelle ça cœur de miel, le nom entre les deux, qui est très prolifique et qui est très sucré, enfin qui correspond bien à nos goûts. Donc j'ai fait ça, oui, il y a 8 ans maintenant. Et là, je sélectionne toujours maintenant plus sur le goût. Et sinon, pour les autres variétés, j'essaye de me tenir plus ou moins au standard,
mais en sachant que ça peut évoluer justement avec le milieu, quoi. Puisque je vais avoir un terrain qui va être très avec des minéraux très disponibles. Donc en fin de compte, ils vont s'exprimer très très rapidement. Donc en fin de compte, je vais sélectionner sur les plantes qui correspondent le mieux qui s'expriment le mieux justement dans ces conditions-là, quoi. Ok, donc tu adaptes en fait les plantes à tes conditions. Elles s'adaptent. Elles s'adaptent toutes seules. C'est à moi de m'adapter à leur adaptation, quoi. C'est super ce que tu dis parce que ça nous révèle vraiment, ça met en lumière plutôt quelque chose d'important, je trouve, dans la sélection paysanne, qui est la relation en fait entre l'homme et les plantes qu'il gère, quoi. Qu'on pourrait aussi avoir dans l'élevage, qu'il y a aussi dans l'élevage, relation homme-animaux. Et c'est ça, c'est toute cette coévolution avec le vivant dont parlent souvent les personnes qui sélectionnent. Et alors, pour chacun de vous, une question, je vais commencer par Franck. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas y arriver, hein. Je peux m'appeler Franck aussi. Ah non, tu t'appelles Karl, c'est Karl. C'est de la sélection. Alors, et une question particulière par rapport à chacun, pour chacun de vous. Vous nous avez raconté ce que vous faites dans votre ferme et dans votre jardin. Et qu'est-ce que vous faites à CBD? Alors, Karl, dis-nous ce que tu fais à CBD. J'essaye déjà de faire partie du groupe parce que c'est la biodiversité aussi humaine. Donc, en fin de compte, la mise en relation est très, très enrichissante. Faire de la semence, reprendre de la semence et essayer de dynamiser le groupe le mieux possible, suivant mes compétences. Par exemple, tu participes à des journées d'échange de semences Oui. Par exemple, on parlait justement des ensachages. Et c'est un moment justement très convivial et où beaucoup d'informations circulent. Donc, en fin de compte, des moments à favoriser, quoi. Karl, tu participes aussi aux journées de battage, de tri de semences, même avec les professionnels agriculteurs. Et tu fais une conférence aussi depuis 2 ans sur l'adaptation au changement climatique dans les jardins, lors de la journée des semences potagères de Béruges. Tu as plein de talents cachés. Ils sont plus cachés maintenant. Donc, avis à tous les amateurs de cette conférence et tout, venez aux événements de CBD pour écouter Karl. Ok, et toi Laurence, du coup, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de CBD? Un peu comme Karl, mais sur des projets différents. En fait, en tout cas, moi, ce qui me motive, c'est le collectif. Parce que je suis venue à CBD aussi pour l'appartenance à un réseau. Quand on démarre, on cherche à être autonome, mais on n'est jamais autonome tout seul. Et c'est important d'être autonome à plusieurs. Donc, CBD, ça faisait partie de cette recherche d'autonomie. Et puis, je participe plutôt aux actions du groupe Céréales. Donc, Élodie parlait du battage des maïs, des blés, etc. Donc, ça m'arrive d'y participer. D'y emmener mes maïs, parce que des fois je sème un peu de maïs population, mais dans le potager, hein, juste pour pouvoir faire un broyer au maïs derrière, au maïs population Grand Roubasque, mais bon, voilà. Donc je participe à ces échanges-là, et puis je donne un coup de main aussi, par exemple à la fête Saveurs et Semences Paysannes, où on a un stand de blé. Dans le cadre de cette fête-là, on fait découvrir le blé, on va dire, du grain au pain, quoi, pour simplifier. Voilà, donc on a pas mal de petites animations à cette occasion. Donc voilà, et puis maintenant je suis au conseil d'administration, en fait. Hein, donc, ah oui, les deux sont au conseil d'administration. C'est important, ça. C'est bravo pour votre engagement. Et c'est tout, je crois. Et c'est déjà pas mal. Eh bien, moi, je voudrais revenir sur une peut-être des actions que CBD fait. Là, vous en avez cité, vous avez donné des exemples d'actions que fait CBD, Laurence et Karl. Et Élodie, tout à l'heure, tu as parlé de la courge bleue de Hongrie. Un peu d'expérimentation, on a parlé de goût. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce que l'association fait sur cette variété ? Donc, depuis une grosse dizaine d'années, on a cette courge bleue de Hongrie. Donc c'est un adhérent des Deux-Sèvres qui l'a récupéré dans l'idée de faire une sélection sur son goût. Donc oui, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'une vingtaine d'adhérents se réunissent au mois de janvier en principe pour goûter les fruits de l'année d'avant. Donc on a en principe une vingtaine de courges qui sont coupées, numérotées, coupées et cuites dans un four à bois. Et on les goûte comme ça, sans rien, juste cuites. Et on attribue des notes collectives. On les caractérise selon leur texture, leur sucre, leur apparence, et on garde les graines
que des fruits les meilleurs, donc les mieux notés. Et puis on garde ces graines pour les ressemer l'année d'après, donc ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et on a constaté une réelle amélioration de la qualité gustative de cette courge. Donc maintenant, elle est plutôt bien identifiée sur le territoire, il y a pas mal de personnes qui l'ont. Et sur l'événement Saveurs et Semences Paysannes, on consacre un atelier à cette courge pour la faire découvrir au grand public et aussi aux restaurateurs qui sont présents sur l'événement. Donc voilà, sur le Châtel-Rodet, elle commence à se diffuser, à être connue, à être aussi chez les cuisiniers, cuisinières. Voilà. Eh ben, super, c'est un autre exemple, enfin voilà, entre guillemets, d'expérimentation collective. Vous avez tous les deux beaucoup parlé de collectif, de l'importance que ça a d'abord pour vous d'être en lien et là aussi d'exemple de ce qu'on peut faire en collectif pour gérer et accompagner la biodiversité cultivée. Donc bravo. Ok, et Karl, tu nous disais que tu avais quelque chose à rajouter sur la courge bleue de Hongrie. Oui, alors quand je travaillais, j'étais en Sologne et j'étais près de Sainte-Marthe, Sologne. Et je me suis rapproché justement, on a fait un collectif pour pouvoir faire vivre le conservatoire de Sainte-Marthe. Et dans les semences, il y avait justement la bleue de Hongrie. C'était Philippe Desbrosses qui avait ramené ça d'un de ses voyages. Et à l'époque, on n'avait pas justement la sélection sur le goût. On avait simplement sur la grosseur, il y avait un festival de la courge à Miancey et c'était plus le rendement, les choses comme ça. C'est ce qui était mis en avant. Et là, à CBD, j'ai vu justement que c'était le côté intéressant de la courge, c'est justement de pouvoir s'en servir d'une manière très agréable. Eh ben oui, en fait, cette dimension voilà, culinaire, gustative. Donc ça, c'est une originalité que vous avez à CBD. Et sur le goût, justement, vous avez d'autres exemples d'expérimentation ou de pratiques collectives sur le goût à partager. Oui, donc pendant 10 ans, on a développé les semences paysannes. On a appris à les multiplier, on les a multipliées, on les a faites sur des grandes surfaces. Et aujourd'hui, on est plus confronté à leur valorisation. Donc on a beaucoup de gens qui cherchent à mieux les valoriser. Donc il y a 7 ans, on a commencé à goûter nos maïs, parce qu'on avait des gens qui voulaient faire des semoules ou des farines. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quel goût avaient nos maïs. Donc on a commencé à faire des tests organoleptiques, la première année sur les semoules de maïs. Donc on a goûté 5 variétés de maïs cuisinées en polenta. On a découvert qu'on avait des maïs très mauvais, donc on évite de diffuser dans ce but-là en tout cas. Et puis depuis, on goûte les farines de maïs en galette. On goûte toujours les semoules, ça fait 7 ans qu'on fait ça. On regoute tous les ans un peu la meilleure variété pour la comparer aux autres. Et on a identifié des maïs très bons en semoule, d'autres très bons en farine, ce qui nous permet d'aiguiller les adhérents qui ont des objectifs de valorisation de semoule ou de farine de maïs. Voilà, on leur donne un peu tout de suite la bonne variété, quoi. Ok, et variétés ils savent déjà qu'il y a ce goût qui est intéressant par rapport à l'usage qu'ils veulent en faire. Et ensuite, comme elle est diversifiée génétiquement, elle a les capacités, ou elle aurait les capacités de s'adapter agronomiquement dans le terroir quand l'adhérent la reçoit, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et du coup, avec Laurence, on a fait une journée de test organoleptique aussi sur des pains, où on a goûté des pains issus de différentes variétés. Laurence, je te laisse peut-être en parler. Oui, c'était ça l'objectif, c'était de fabriquer des pains avec 5 variétés différentes, des variétés population, des mélanges de variétés population modernes et des variétés complètement modernes pour essayer de faire du pain avec la même procédure, quoi. Enfin, toute chose égale par ailleurs, sous réserve que ce soit possible dans un four à bois, voilà. Et puis l'après-midi, ces pains-là, on allait les déguster à l'aveugle avec une grille de notation un peu complexe, proposé par Élodie, alors qui nous montre aussi que le goût, c'est hyper subjectif, quoi. Et on a du mal, même avec des adjectifs pour qualifier ce qu'on ressent, on a des fois du mal à mettre des mots sur les ressentis, sur le goût. Donc ce serait encore à travailler, mais en fait, ça fait des journées super intéressantes où on peut comparer des choses et où on va jusqu'à mangeons la biodiversité, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ah ouais, c'est super. Donc vous avez plein d'outils pour la déguster, la manger et du coup la faire vivre. Et bien, tant qu'on est dans les aspects gustatifs et culinaires, j'ai une petite question à chacun de vous qui est un peu une question signature du podcast. C'est-à-dire, vous me répondez si vous voulez, est-ce que vous avez
une espèce et peut-être même plus particulièrement une variété coup de cœur? Et si oui, pourquoi pas une recette à partager avec cette variété? Alors je sais qu'il y a sur la recette, tout le monde n'est pas très à l'aise, mais sur la variété, est-ce que chacun peut me partager une variété coup de cœur qu'il cultive ou qu'il connaît? Non, tomate, cœur de miel, c'est la variété que je fais. Et dégustation, et ben, quand j'ai fini de travailler, quand je travaillais, j'allais dans le jardin, je discutais, je mangeais ça comme apéro, en fin de compte. Donc, pas besoin de faire pas besoin d'être très, très, très savant en cuisine, et puis je me régalais. Tomate à température, au bon moment, justement, la débauche. Les goûts, c'est ça aussi, en fin de compte, c'est tout ce qu'on met dedans. Donc voilà. Eh ben, merci Karl pour ce partage. Élodie, une variété coup de cœur? Oui, alors moi je vais parler d'une variété un peu controversée, c'est le maïs. Parce que ça a un peu mauvaise image dans le grand public, parce que l'irrigation, l'agriculture intensive. Mais nous, à CBD, on fait des maïs presque tout le monde sans irrigation. Et quand je suis arrivée à CBD au mois d'août, très vite, on m'a emmenée dans les champs de maïs. Et là, j'ai découvert des maïs de toutes les couleurs, jaune, rouge, violet, bleu parfois. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour le maïs population. Alors la première variété comme ça que j'ai vue, c'est le Laverne, donc je vais citer celle-ci. Et voilà, c'est vraiment la biodiversité cultivée, quoi. Un champ de maïs, mais où tout est différent, les tailles de plantes, les couleurs des épis, même des tiges. Voilà. Et tu as une recette que tu aimes avec le maïs? J'ai pas trop de recettes, mais je peux faire comme Karl, dire que quand il est en lait, on peut le grignoter directement sur l'épi. Et que c'est bon. Et c'est très bon. Ben, merci Élodie. Et Laurence, une variété coup de cœur et peut-être une recette qui irait avec? Alors moi, c'est pas une variété parce que c'est des mélanges. Dans mes blés, c'est des variétés en mélange. Par contre, j'aime bien les noms des variétés. Donc mes coups de cœur, c'est Bladette de Provence, Nonette de Lausanne, Pétaniel Noir de Nice, parce que ça sonne. Mais ceci dit, si ça se trouve, elles m'embêtent à la panification, mais je les adore dans mon mélange, voilà. J'aime bien les poulards qui sont bleus et blancs. Enfin, c'est des super jolis épis. Donc voilà, pas de coup de cœur précisément, mais des noms qui chantent, quoi. Voilà. Et puis pour les recettes, bah, c'est plutôt ce que je fais parce que je m'amuse à essayer de revisiter des recettes un peu traditionnelles. Pas de pain, mais de gâteaux, quoi. Donc j'ai un broyé que je fais, qui est un broyé dit du Poitou, mais qui n'est pas sûrement du Poitou, qui est de chez moi, quoi. Enfin, qui est ma recette à ma façon, avec cette farine de blé population en type T80, donc ça étonne un peu les gens au départ, et en fait ça marche du feu de Dieu. Et puis là j'ai relancé qui va sortir là à Pâques, enfin tout le mois d'avril, je fais ce qu'on appelle la galette pacaude. Et la galette pacaude, c'est le gâteau de Pâques traditionnel de la région de Bressuire, nord de Bressuire, on va dire, en Deux-Sèvres, où en fait au mois d'avril sortait la galette fourrée au pruneau. Et donc c'est un broyé, mais avec un peu de levure, alors qu'on met surtout pas de levure dans un broyé, beaucoup plus d'œufs, donc une pâte un peu plus moelleuse et fourrée avec, de façon très généreuse, de pruneaux réhydratés. Et alors là, c'est à tomber, quoi. Ok. Et est-ce que tu nous donnerais t'aurais en tête le détail un peu, soit de la galette pacaude, soit du broyé, pour que les auditeurs ils puissent essayer chez vous? Parce que maintenant, tu nous as donné l'eau à la bouche, donc je suis sûre que vous tous, les auditeurs, vous avez trop envie de manger du broyé du Poitou à la recette de Laurence. Oh bah, le broyé, il n'y a rien de plus simple, hein, par contre. Là, c'est pour 500 grammes de farine, mais de la bonne farine, de meule, variété population, voilà. On peut rajouter le petit son si on veut, et ça fait une galette encore plus riche et goûteuse. Donc pour 500 grammes de farine, 250 grammes de beurre, voire un peu plus. 220 grammes de sucre. Moi, je mets moins de sucre que la recette classique, parce que je trouve que c'est trop sucré, donc voire un peu moins. Le beurre, j'insiste, c'est du beurre demi-sel, mais avec cristaux de sel et à 3% de sel. Enfin, il faut y aller en sel, parce que quand on tombe sur le petit cristal de sel avec le sucre, c'est génial. Et puis, bah, vous malaxez tout ça. Enfin, d'abord, les œufs. Ah oui, un œuf pour 500 grammes. Oh là, je ne disais pas tout. Un œuf que je mets entier dans la pâte. Donc, l'œuf et le sucre, je mélange jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. J'y rajoute le beurre ramolli. Je remélange. J'y rajoute la farine. Là, je malaxe, ça me fait une pâte, je l'étale en abaisse, je fais ce que je veux avec, un joli rond, enfin voilà, ce qu'on veut.
Et puis on fait cuire 180-90 degrés, 180-190 degrés pendant 18 minutes. On surveille surtout. Quand ça commence à roussir, c'est trop tard. Donc voilà, ça va très vite. Mais et puis après, on laisse refroidir avant de déguster, c'est meilleur. Waouh, j'ai trop envie d'essayer. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce partage sur ce que vous faites à CBD, vos coups de cœur, tous les talents que vous nous avez partagés. Chers amis auditeurs et auditrices, j'espère que voilà, ce panel d'acteurs de CBD vous aura éclairé, vous aura donné envie d'être curieux de plein de nouvelles variétés, d'aller demander à vos producteurs préférés s'ils travaillent des variétés population. Et si vous êtes dans un des 4 départements de l'ancienne région Poitou-Charentes, donc Charentes, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, eh bien n'hésitez pas à adhérer à l'association. On peut la trouver sur le web, il y a une page web ou un site internet. Il y a aussi une page Facebook. On vous mettra tout ça dans la description, donc n'hésitez pas, vous trouverez un contact même dans notre description pour adhérer. Et d'ailleurs, peut-être que même les gens peuvent adhérer, même s'ils ne sont pas de Poitou-Charentes, pour soutenir l'association. Mais ce qui compte aussi, c'est voilà, que les adhérents soient actifs et viennent partager tout ce qu'il y a à partager à l'association pour le côté humain, la diversité aussi humaine. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vous rappelle que ce podcast, il est gratuit. Alors, nous, on ne propose pas d'adhésion avec Emma. Mais si vous voulez nous soutenir, vous pouvez bien sûr en parler autour de vous, le partager. Et puis aussi, si vous avez les moyens et l'envie, vous pouvez nous soutenir financièrement. Sur la page Libérapay, vous trouverez l'adresse à la fin de la description de notre podcast. Merci à tous et au plaisir de se retrouver pour un prochain épisode de Cultiver la biodiversité. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!